Officier Derek Thorne pensait qu'il possédait l'autoroute. Quand il vit une femme noire seule conduisant une berline sur un tronçon sombre de la route 95, il ne vit pas une citoyenne. Il vit une cible. Il vit une arrestation facile. Il vit une promotion. Mais ce que l'officier Thorne ne vit pas était le badge assis dans sa boîte à gants ou le mandat fédéral déjà signé avec son nom dessus. Il passa 10 minutes à la terroriser, riant de ses identifiants, et même sortant son arme de service sur un agent fédéral. Il pensait qu'il était le prédateur. Il n'avait aucune idée qu'il venait d'arrêter le chef du groupe de travail de lutte contre la corruption interne du FBI. Et en exactement 2 minutes, son badge, son arme et sa liberté seraient partis pour toujours. La pluie tombait en rideau, transformant l'asphalte de la Géorgie en un miroir noir glissant. À l'intérieur de sa berline grise discrète, Elena Ross resserra sa prise sur le volant. Elle était fatiguée. Cela avait été une planque de 4 jours à Savannah, enquêtant sur un réseau de blanchiment d'argent qui liait des politiciens à des comptes offshore. Elle ne portait pas son costume sur mesure habituel. Elle était en pantalon de survêtement et un sweat à capuche oversize frénétique, ressemblant en tout point à une infirmière fatiguée ou une étudiante rentrant chez elle pour les vacances. C'était exactement le problème. Pour le monde, Elena était un agent spécial en charge, CCA, pour le Bureau fédéral d'investigation, une femme qui avait démantelé des cartels et des réseaux de trafic humain. Mais aux yeux la regardant depuis la voiture de patrouille au ralenti sur le terre-plein central de l'Interstate 16, elle était juste une femme noire dans une voiture bon marché, conduisant seule à 11 balances PM. Elena vérifia son rétroviseur. Les phares qui l'avaient suivi pendant les 3 dernières miles s'embrasèrent soudainement. Les gyrophares rouges et bleus éclatèrent, coupant à travers l'obscurité. « C'est parti », Elena murmura à elle-même, son pouls restant stable. Elle était entraînée pour les tactiques à haut stress. Un arrêt de la circulation n'aurait pas dû faire monter son adrénaline. Mais elle connaissait les statistiques. Elle connaissait la réalité de ce tronçon d'autoroute. Elle signala, ralentissant graduellement, se rangeant sur l'accotement étroit. Elle coupa le moteur, baissa la vitre malgré la pluie battante et plaça les 2 mains sur le dessus du volant, 10 et 2, visibles, non menaçantes. Dans son rétroviseur latéral, elle vit la silhouette de l'officier s'approchant. Il n'avait pas sa lampe de poche allumée, ce qui était contre le protocole. Il marchait avec une démarche arrogante, la main reposant lourdement sur son étui. C'était l'officier Derek Thorne. Elena ne connaissait pas encore son nom, mais elle connaissait son type. Elle avait passé une carrière à chasser des hommes qui utilisaient un badge comme bouclier pour leur propre cruauté. Thorne atteignit la fenêtre. Il ne dit pas bonjour, il ne demanda pas son permis. Il se pencha, l'eau dégoulinant du bord de son chapeau, et projeta une lampe torche Maglite aveuglante directement dans ses yeux. « Tu sais à quelle vitesse tu allais, fille. » La voix de Thorne était un tiraillement grave et rocailleux, entrelacé de condescendance. Elena plissa les yeux contre la lumière, gardant sa voix parfaitement égale. « Bonsoir, officier. J'avais mon régulateur de vitesse réglé sur 65. La limite est 70. » Thorne laissa échapper un rire moqueur et aigu. « 65, mon radar dit 80. Et tu zigzaguais. Tu as bu ce soir. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool, officier. Je rentre du travail. » « Travail? Habillé comme ça? » Thorne sourit narquoisement, déplaçant le faisceau de la lampe torche le long de son corps, s'attardant de manière inappropriée. « Quel genre de travail tu fais, ressemblant à une clocharde? Tu travailles les coins. » La mâchoire d'Elena se serra. L'insulte était conçue pour la provoquer. Il voulait qu'elle craque. Il voulait qu'elle lui donne une raison de la tirer hors de la voiture. Elle prit une lente respiration. « Je travaille pour le gouvernement fédéral, » Elena dit calmement, « et j'apprécierais si vous baissiez la lumière. » Thorne ne baissa pas la lumière. Il se pencha plus près, son haleine sentant le café éventé et le tabac à la menthe poivrée. « Gouvernement fédéral. Quoi?
tu trises le courrier, ou peut-être tu nettoies les sols à la poste. Officier, je vais chercher dans ma boîte à gants pour récupérer mes identifiants. Elena déclara, annonçant ses mouvements. Mon portefeuille et mon badge sont là-dedans. Thorne se raidit, sa main tressaillit sur son étui. Badge? Tu as un badge? Quoi? Tu es un flic de centre commercial? Je suis un agent spécial du FBI. Elena dit, ses yeux se fixant sur les siens à travers l'éblouissement. Et je vous informe par courtoisie que je suis armé. Mon arme de service est sécurisée dans un coffre à clé dans le coffre, selon les règlements de transport. Thorne la fixa pendant une seconde, le silence s'étira, lourd et dangereux. Puis un sourire se répandit lentement sur son visage, un sourire cruel, prédateur. FBI égloussa, secouant la tête. C'en est une nouvelle. J'ai entendu cousine du maire. J'ai entendu fil du juge. Mais je n'ai jamais eu une rat de quartier essayer de me dire qu'elle est une fédérale. Ce n'est pas une histoire, Elena dit, sa patience s'amincissant. Vérifiez les identifiants. Oh, je vais les vérifier. D'accord, Thorne grogna, reculant et posant sa main sur la poignée de la porte. Sortez de la voiture, officier. Pour une infraction de la circulation, je ne suis pas tenu de le faire. J'ai dit, sors ton cul de la voiture. Thorne rugit, tirant la porte ouverte. La pluie inonda l'intérieur. Je sens la marijuana. Cause probable. Sortez maintenant. Il n'y avait pas de marijuana. Elena le savait, il le savait. Mais le scénario avait été inversé. Ce n'était plus un arrêt de la circulation. C'était une escalade. Elena sortit sous la pluie. L'eau froide trempa à travers son sweat à capuche instantanément. Elle garda ses mains levées, paumes ouvertes. Elle savait que tout mouvement brusque maintenant pourrait entraîner un tir justifiable. Thorne la fit pivoter, claquant sa poitrine contre le côté de sa voiture. « Écartez-les », il aboya, écartant ses chevilles avec une force inutile. « Officier, c'est excessif », Elena dit, son visage pressé contre le métal froid de son toit. « Mes identifiants sont dans la boîte à gants. Si vous les vérifiez, vous verrez. Tais-toi. » Thorne la fouilla agressivement, ses mains rugueuses. Il ne trouva rien d'autre que son téléphone dans sa poche. Il le tira et le jeta sur le capot mouillé de la voiture, juste hors de sa portée. « Tu m'écoutes? » Thorne siffla dans son oreille. « Je dirige cette autoroute, pas les fédéraux, pas l'État. »« Moi? Tu penses que tu peux me mentir? Tu penses que tu peux jouer à t'habiller et me faire peur? » Il la saisit par l'arrière du sweat à capuche et la tira vers la vitre passager ouverte. « Où est ce badge magique, hein? Montre-moi. » Elena tendit lentement une main, son autre main toujours levée. Elle ouvrit la boîte à gants et sortit le portefeuille en cuir à 2 volets. Elle l'ouvrit. Le bouclier doré du Bureau fédéral d'investigation scintilla sous la dure LED du projecteur de la voiture de patrouille. En dessous, il y avait sa carte d'identité. Eliana Ross, agent spécial en charge. Thorne le lui arracha des mains. Il le tint à la lumière, plissant les yeux. Elena le regarda. Elle s'attendait à ce que la réalisation frappe. Elle s'attendait à ce que la couleur s'échappe de son visage, à ce qu'il commence à bégayer des excuses pour un malentendu. Elle l'avait vu arriver une 12aine de fois avec des flics locaux qui dépassaient les bornes. Mais Derek Thorne ne s'excusa pas. Il commença à rire. C'était un rire fort et aboyant qui résonnait dans la nuit vide. Il regarda le badge, puis Elena, puis de nouveau le badge. Ceci, Thorne haleta, essuyant la pluie de ses yeux. C'est une qualité décente. Où l'as-tu eu? En ligne? Un magasin de costumes à Atlanta? C'est la propriété du gouvernement, Elena dit, sa voix baissant d'1 octave, devenant la voix qui commandait des groupes de travail. Et vous interférez actuellement avec un agent fédéral. Je suggère que vous le rendiez et appeliez votre superviseur, Lieutenant Miller, n'est-ce pas? Au 4e commissariat. Thorne arrêta de rire brusquement. Comment connaissez-vous Miller? Je sais beaucoup de choses sur votre commissariat, officier Thorne. Elena dit. Elle n'avait pas connu son nom avant.
mais elle avait vu son badge nominatif pendant la fouille. Je sais pour les preuves manquantes du casier. Je sais pour les péages que vous collectez auprès des conducteurs hors de l'État. Et je sais que si vous ne désamorcez pas cette situation dans les 10 prochaines secondes, vous allez le regretter pour le reste de votre vie. Les yeux de Thorne se plissèrent. Son ego, fragile et meurtri, s'enflamma. Il ne pouvait pas gérer une femme noire lui parlant avec autorité. Badge ou pas de badge. Il jeta le portefeuille en cuir sur le sol mouillé directement dans une flaque de boue. Oups! Thorne ricana. Douate de beurre. Helena fixa son badge gisant dans la boue. Une fureur froide et dure s'installa dans sa poitrine. Vous venez de faire une grave erreur. La seule erreur, Thorne dit, sa main tombant sur son pistolet de service, était « Vous pensant que vous pouviez m'intimider? Vous êtes en état d'arrestation pourquoi? Usurpation d'identité d'un officier de police, résistance à l'arrestation et, disons, agression sur un officier. Je ne vous ai pas touché. » Thorne sourit, une expression méchante et tendue. Pas encore, mais ma caméra corporelle est en panne ce soir. C'est juste votre parole contre la mienne. Et qui vont-ils croire? Un officier décoré ou une femme trouvée avec un faux badge et un coffre plein de drogue? Le cœur d'Helena rata un battement. Un coffre plein de drogue. Il allait planter des preuves. Ce n'était pas juste de l'intimidation. Il allait ruiner sa vie. « Ouvrez le coffre !» Thorne commanda, dégainant son arme. Il ne la pointa pas encore sur elle, mais il le tenait en position basse près, son doigt dangereusement près de la gâchette. « Je ne consens pas à une fouille. » Helena dit fermement. « Je n'ai pas besoin de votre consentement. » Thorne cracha. « J'ai une cause probable. Je sens la peur. » Il se déplaça vers l'arrière de la voiture, et Helena se tourna pour lui faire face. « Officier Thorne, elle dit, si vous ouvrez ce coffre, vous violez le 4e amendement. Et puisque mon arme est là-bas, vous créez une situation où vous pouvez prétendre que je suis allé chercher une arme. Je sais exactement ce que vous faites. » Thorne se figea. Il la regardant vraiment pour la première fois. Il vit le manque de peur. Il vit le calcul dans ses yeux et cela le terrifia. Mais la peur ressemble souvent à de l'agression chez les hommes faibles. Il leva l'arme. Il pointa le canon directement sur la poitrine d'Helena. « Mets-toi à terre !» il hurla, sa voix se brisant. « Mets-toi à terre maintenant ou je te ferai tomber !» Helena ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Elle regarda le canon du Glock 17, analysant sa prise. C'était tremblant. Son doigt était sur la gâchette. « Officier, elle dit, sa voix étrangement calme. Vous avez pointé une arme à feu chargée sur un agent fédéral. Il n'y a pas de retour en arrière possible. »« J'ai dit, à terre !» Thorne cria, s'approchant. Dernier avertissement. Helena leva lentement ses mains plus haut, mais elle ne se rendait pas. Elle temporisait. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « 2 minutes, » elle murmura. « Quoi? » Thorne cligna des yeux. « J'ai appuyé sur le bouton de panique de ma télécommande il y a 3 minutes. Helena dit que cela envoie un signal de détresse silencieux à la fréquence fédérale la plus proche. Mon équipe était à 5 miles derrière moi. » Les yeux de Thorne s'écarquillèrent. Il jeta un coup d'œil au rétroviseur de sa propre voiture de patrouille. Au loin, l'obscurité de l'autoroute fut soudainement percée. Non pas par les lumières bleues de la police locale, mais par les barres LED blanches aveuglantes et dures de 3 SUV noirs dévalant l'autoroute en formation de défaillance, se déplaçant à plus de 100 mètres à l'heure. Le son arriva avant les véhicules, un bourdonnement vibrant et grave qui s'intensifia en un crescendo rugissant de moteurs haute performance poussés à leur limite absolue. La pluie, qui avait été une averse constante, sembla se fracturer sous l'assaut de la lumière et du bruit. Officier Derek Thorne, debout sur l'accotement glissant de l'Interstate 16, avec son Glock 17, pointé sur la poitrine d'une femme qu'il croyait n'être personne, sentit la vibration à travers les semelles de ses bottes. Il arracha son regard d'Elena
juste assez longtemps pour regarder derrière lui. Ce n'était pas un renfort local. Ce n'était pas le lieutenant Miller venant l'aider à aplanir une arrestation difficile ou à planter une arme de rechange. C'était une vague déferlante de pouvoir fédéral. 3 Chevrolet Tahoe, complètement obscurcis sans marquage, sauf pour les plaques gouvernementales, ne se sont pas juste rangés. Ils ont envahi la scène. Ils coupèrent à travers l'herbe mouillée du terre-plein central et dérapèrent jusqu'à l'arrêt dans une formation tactique en boîte de précision, encerclant complètement la voiture de patrouille de Thor et la berline d'Helena, scellant entièrement les voies de l'autoroute. Les lumières d'arrestation blanches aveuglantes montées sur les SUV incinérèrent l'obscurité, transformant la nuit pluvieuse en un éblouissement de plein midi. Thorne fut instantanément aveuglé. Il recula d'un pas, protégeant ses yeux avec sa main libre, mais il ne baissa pas son arme. La panique primale et induisant un dépassement avait bloqué ses muscles. Son cerveau ne pouvait pas traiter l'inversion soudaine de la réalité. Avant même que les roues du Tahoe n'aient cessé de rouler, les portes s'ouvrirent en grand. Ce n'était pas une réponse policière normale. Ce n'étaient pas des policiers de patrouille. 6 silhouettes se déversèrent des véhicules, se déplaçant avec la fluidité synchronisée terrifiante de prédateurs au sommet. Ils étaient vêtus de la tête aux pieds d'équipements tactiques lourds, de combinaisons de volvers olive, de gilets pare-balles de niveau ou avec FBI embellis en lettres jaunes vives sur la poitrine et le dos, de casques balistiques et d'étuis de cuisse. Contrairement à la prise tremblante de Thorne sur son arme de poing, ses agents portaient des pistolets mitrailleurs Heckler & Co. MP5 et des carabines M4, tous équipés de viseurs holographiques et de lumières tactiques, qui peignirent instantanément la poitrine de Thorne avec une demi-douzaine de points rouges dans le sang. FBI laissait tomber l'arme. La voix était amplifiée, retentissant d'un haut-parleur sur le SUV de tête, brisant l'air. Ce n'était pas une requête. C'était la voix de Dieu ordonnant un coup de foudre. Thorne se figea. Son monde se réduisit aux lumières aveuglantes et à la réalisation soudaine qu'il était largement, désespérément, en infériorité numérique. Pourtant, son entraînement, ou peut-être juste sa pure, obstinée stupidité, garda son bras étendu, l'arme toujours pointée vaguement sur Elena. J'ai dit, lâchez-la maintenant, face contre terre sur le trottoir. La voix retentit à nouveau. Elena n'avait pas bougé. La pluie collait ses cheveux à son visage, mais son expression était d'un calme terrifiant absolu. Elle regarda au-delà du canon de l'arme de Thorne vers l'agent de tête, s'approchant sur son flanc gauche. Agent spécial Mark Johnson, un ancien Navy SEAL et son second en commandement au sein du groupe de travail. Agent Johnson, Helena appela, sa voix coupant à travers le bruit chaotique avec autorité de commandement. Condition lue. Le suspect est armé et non coopératif. Il a menacé un agent fédéral de force létale. Entendre la victime donner des ordres à l'équipe d'intervention lourdement armée fit finalement disjoncter quelque chose dans le cerveau de Thorne. La réalité s'abattit sur lui comme un coup physique. Elle ne mentait pas. Le badge dans la boue n'était pas un accessoire. « Attendez 1 minute !» Thorne hurla, sa voix stridente, se brisant de terreur. Il commença à baisser son arme, mais il ne la lâcha pas. Il se tourna vers les agents qui s'approchaient, le canon de l'arme balayant sauvagement la scène. « Ne nous balayez pas. Bouche vers le bas. Lâchez-la ou vous serez engagés. » Johnson rugit, sa propre carabine épaulée et verrouillée sur la masse centrale de Thor. L'air devint électrique. Chaque agent avait son doigt sur la gâchette, reprenant le jeu. Une seule contraction de Thorne, un seul tir accidentel, et il serait fauché par des centaines de cartouches fédérales en moins d'1 seconde. Thorne regarda l'éventail de puissance de feu pointé sur lui. Il regarda Helena, la rat de quartier qu'il avait prévu d'incriminer, qui le regardait maintenant avec le détachement froid d'un juge prononçant une sentence de mort. Ses nerfs lâchèrent. Avec un gémissement pathétique, Thorne ouvrit sa main. Le Glock s'entrechoqua sur l'asphalte mouillé.
Il jeta ses mains droites dans l'air, tremblant violemment. « Ne tirez pas, ne tirez pas. Je suis un officier de police. C'est un malentendu. » Thorne balbutia, reculant jusqu'à ce qu'il frappe le côté de sa propre voiture de patrouille. Elena baissa finalement ses bras. Elle n'eut pas l'air soulagée. Elle eut l'air agacée. Elle brossa la pluie de son sweat à capuche, enjamba la flaque de boue et regarda directement l'agent Johnson. « Sécurisez-le, » Elena dit platement. « Et Mark, soyez doux. Nous ne voulons pas endommager la propriété du gouvernement avant de pouvoir l'interroger. » Au moment où Elena donna l'ordre, la tension contenue de l'équipe tactique éclata en violence contrôlée. « Avancez, avancez, avancez sur le suspect !» Agent Johnson aboya. 3 agents réduisirent la distance avec Thorne en 2 secondes chrono. Thorne, toujours balbutiant sur le fait d'être un flic, essaya de se retourner et de leur faire face. Une erreur fatale dans le protocole d'arrestation. Agent Sarah Jenkins, la spécialiste en effraction de l'équipe, frappa Thorne en premier. Elle ne ralentit pas. Elle baissa son épaule et fonça sur lui avec la force d'un secondeur, le faisant tomber de ses pieds et le projetant face première dans le talus détrempé le long de la route. Le souffle quitta le corps de Thorne dans un halètement étranglé, alors que son visage s'enfonçait dans l'herbe mouillée et la boue. « Mains! Donnez-moi vos mains! » Jenkins hurla dans son oreille, son genou s'enfonçant dans le bas de son dos, le clouant au sol. Thorne, étourdi et essoufflé, essaya de se tortiller, son instinct de résister se déclenchant. « Lâche-moi. Savez-vous qui je suis? » Agent Johnson arriva une fraction de seconde plus tard. Il ne perdit pas de temps avec des commandes verbales pour un suspect non coopératif qui venait de tenir un sac sous la menace d'une arme. Il saisit le poignet droit de Thorne, le tordant derrière son dos avec une technique de soumission qui envoya un éclair de douleur d'un blanc ardent à travers l'articulation de l'épaule de Thorne. Thorne hurla dans la terre. « Arrête de résister! » Johnson cria, serrant les menottes à glissière sur les poignets de Thorne avec un son aigu de zip-zip. Le plastique mordit profondément dans la chair, plus serré que les menottes métalliques standards. Ils le tirèrent sur ses pieds, pas trop doucement. Thorne était méconnaissable du tyran arrogant d'il y a 5 minutes. Il était couvert de boue de la poitrine aux genoux. Son chapeau était parti, son uniforme était en désordre, et son visage était un masque de pure terreur et confusion. Il regarda les agents l'entourant, les silhouettes imposantes en équipement tactique, et puis il vit Elena s'approcher. Un autre agent avait déjà drapé une grande veste de raid du FBI sèche sur les épaules d'Elena. Elle semblait petite dedans, mais la façon dont elle marchait, s'approchant de l'homme qui l'avait terrorisée, la faisait paraître haute de 10 pieds. Elle s'arrêta à 2 pieds devant lui. La pluie avait diminué en bruine, le silence ponctué seulement par le crépitement des radios et la respiration irrégulière de Thorne. « Officier Thorne », Elena dit doucement, c'était la même voix calme qu'elle avait utilisée quand il l'avait arrêtée. Mais maintenant, le contexte la rendait terrifiante. Vous êtes actuellement en état d'arrestation pour agression sur un officier fédéral avec une arme mortelle. Enlèvement sous couvert de la loi, privation de droits sous couvert de la loi et destruction de propriété gouvernementale. Enlèvement, Thorne balbutia, essayant de retrouver sa bravade. J'ai fait un arrêt de la circulation. Vous faisiez de la vitesse. Vous avez refusé de vous conformer? Elena l'ignora. Elle se tourna vers l'agent Johnson. Avez-vous récupéré mes identifiants, Mark? Johnson hocha la tête. Il se dirigea vers la flaque de boue où Thorne avait jeté le portefeuille. Il le ramassa soigneusement, secouant l'excès de saleté, et tendit le portefeuille en cuir boueux à Elena. Elena le tint dans l'air. Elle utilisa la manche de sa veste de raid pour essuyer lentement, délibérément la boue du bouclier doré. Elle ne se pressa pas. Elle laissa Thorne regarder chaque seconde de son nettoyage du symbole de l'autorité qu'il avait moqué. Quand le bouclier brilla à nouveau d'or sous les lumières tactiques, elle le tint au visage de Thorne,
à quelques centimètres de son nez. « Vous avez demandé où j'avais eu ça, » Elena dit froidement. « Vous avez dit que c'était un bon faux. Vous en avez ri. » Thorne fixa le badge, incapable de détourner le regard. « Ce bouclier représente la Constitution des États-Unis, » Elena dit, sa voix se serrant avec une rage contenue. « Des hommes et des femmes sont morts portant ceci. Et un petit homme triste et insignifiant comme vous pensez que c'était quelque chose à cracher dessus, parce que la personne le portant ne ressemblait pas à ce que vous pensez que l'autorité ressemble. » Elle claqua le portefeuille fermé avec un bruit comme un coup de feu. « Je ne savais pas, » Thorne plaida, ses yeux dardant vers les autres agents, cherchant de la sympathie et n'en trouvant aucune. « Comment étais-je censé savoir? Vous conduisiez une voiture de merde habillée comme une civile. » Elena termina pour lui. « Vous pensez que les civils méritent d'être traités de la façon dont vous m'avez traité ce soir? Vous pensez parce que je ne portais pas de costume, vous aviez le droit de me dégrader, de me menacer, de planter des drogues sur moi? Je n'allais rien planter. » Thorne mentit, le désespoir se glissant dans sa voix. « Nous verrons, » Elena dit. Elle se tourna vers l'agent Jenkins. « Sarah, démontez sa voiture de patrouille. Je veux un inventaire complet. S'il y a un sac de dépôt là-dedans, je veux qu'il soit trouvé, mis en sac et étiqueté. Et obtenez immédiatement les images de la caméra de tableau de bord. » Il a dit que sa caméra corporelle était en panne. Je veux savoir s'il l'a éteinte ou si c'était un autre mensonge. « C'est compris, chef, » Jenkins dit, se dirigeant vers la voiture de police de Thorne avec un coupe-boulon pour accéder au coffre sécurisé si nécessaire. Thorne regarda son sanctuaire être envahi par les fédéraux. Il savait ce qu'il y avait dans son coffre. Il savait ce que Jenkins allait trouver. La couleur quitta son visage, le laissant d'un gris maladif sous la boue. « Agent Ross, » Thorne murmura, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, pouvons-nous juste parler? Officier à officier, j'ai une famille, j'ai 15 ans de service dans la force. Cela va me ruiner. » Elena s'approcha, envahissant son espace personnel, jusqu'à ce qu'il recule contre l'agent le tenant. Ses yeux sombres étaient durs comme du silex. « Vous avez cessé d'être un officier à la minute où vous avez décidé que la loi ne s'appliquait pas à vous, Monsieur Thorne. » Et quant à parler d'officier à officier, Elena se pencha, sa voix un murmure létal destiné seulement à lui. « Vous n'êtes pas apte à cirer les bottes des personnes de mon équipe. Vous avez fini. Je vais personnellement m'assurer que vous ne porterez plus jamais de badge et que le seul uniforme que vous porterez jamais pour le reste de votre vie est une combinaison orange. » Elle se détourna de lui, le rejetant comme s'il était des ordures. « Sortez-le d'ici, » Elena ordonna. « Mettez-le à l'arrière du Tahoe 2. Il roule seul. Personne ne lui parle. Laissez-le s'asseoir dans le noir et pensez à comment il a juste jeté toute sa vie en 10 minutes. » Agent Johnson saisit Thorne par la peau du cou et le tira vers le SUV. Thorne trébucha, ses jambes fonctionnant à peine, un homme brisé étant conduit loin de l'épave de son propre ego. Elena le regarda partir, puis prit une profonde inspiration de l'air nocturne humide. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une lassitude profonde. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début de la nuit. Thorne était un symptôme. Elle devait trouver la maladie. Elle sortit son téléphone de sa poche, celui que Thorne avait jeté sur le capot de sa voiture. Il était fissuré, mais fonctionnait toujours. Elle composa un numéro de mémoire. C'est l'assistant directeur Sterling. Une voix rude répondit à la deuxième sonnerie. « Monsieur, c'est Sace Ross. » Elena dit. « Nous avons une situation en Géorgie. J'ai besoin que vous réveilliez le procureur des États-Unis pour le district sud. Nous allons avoir besoin de mandat immédiat pour le poste de police du 4e commissariat. Nous venons d'attraper un de leurs officiers essayant de piéger un agent fédéral et j'ai des raisons de croire que la corruption va jusqu'au sommet. » Il était 1h30 du matin quand le convoi roula dans le petit terrain de gravier du 4e commissariat.
Le poste était un bâtiment en briques trapues et laid qui ressemblait plus à une forteresse qu'à un bureau de service public. Il était situé en bordure de la ligne du comté, isolé, un royaume en soi, où le lieutenant Frank Miller avait régné pendant 12 ans. À l'intérieur du poste, l'ambiance était détendue. Lieutenant Miller, un homme dont le cou était plus large que sa tête et dont l'uniforme se tendait contre une panse construite sur des repas gratuits et la corruption, était assis au bureau de la répartition. Il attendait Thorne. C'était un vendredi soir, ce qui signifiait que le butin de l'autoroute devrait être substantiel. Thorne apportait habituellement de l'argent saisi aux personnes venant de l'extérieur de la ville ou des drogues qui pouvaient être réintégrées dans l'approvisionnement de la rue par leurs propres canaux. Miller vérifia sa montre. Thorne est en retard, il grogna au Surgeon Baker, qui sirotait du café et regardait un match de football sur une petite télé. J'espère qu'il n'est pas devenu ambitieux et n'a pas essayé d'extorquer un avocat. Thorne connaît le jeu, Baker dit d'un ton désinvolte. Probablement juste en train de s'amuser avec un touriste. La porte d'entrée explosa en s'ouvrant. Elle n'a pas été défoncée. Elle fut claquée ouverte avec une telle force que le verre cliqueta dans le cadre. Miller se leva, sa main allant instinctivement à sa ceinture, prêt à réprimander n'importe quel ivrogne qui avait trébuché en entrant. « Hé, vous ne pouvez pas juste entrer ici comme les mots moururent dans sa gorge. » Helena Ross entra en premier. Elle portait toujours le pantalon de survêtement gris taché de boue et la veste de raid par-dessus son sweat à capuche. Ses cheveux étaient frisés par la pluie, et elle avait l'air épuisée. Mais elle n'avait pas l'air d'une victime. Elle marcha d'une foulée qui avala la distance jusqu'au bureau en quelques secondes. Derrière elle, le hall se remplit d'une mer de verre olive. 6 agents tactiques du FBI se déployèrent en éventail, leurs armes en position basse prête, sécurisant les sorties, le couloir vers les cellules de détention et la porte de la salle d'épreuve. « Qui diable êtes-vous? » Miller demanda, bien que sa voix tremblât. Il vit le FBI sur les poitrines des hommes derrière elle. Il vit les MP5. Helena claqua un document plié sur le haut comptoir du bureau de la répartition. Le son résonna comme un coup de feu dans le poste silencieux. « Je suis l'agent spécial en charge, Helena Ross, » elle dit, sa voix résonnant sur les sols en linoléum. « Et ceci est un mandat de perquisition fédérale pour tout ce commissariat signé il y a 10 minutes par le juge Harrison du district Sud. » Miller fixa le papier. Il ne le toucha pas. « Un mandat pour ma station. Vous ne pouvez pas faire ça. Je dois appeler le chef. Je dois appeler le maire. Vous pouvez appeler qui vous voulez, lieutenant. » Helena dit, se penchant sur le comptoir, son visage à quelques centimètres du sien. Mais à moins que le maire n'ait un badge de rechange pour remplacer celui que je vous prends, il ne peut pas vous aider. Sokelevey. Miller cracha, son visage prenant une teinte dangereuse de violet. Vous venez dans ma maison. Votre maison, Elena interrompit, ses yeux flamboyants. C'est un bâtiment public, Lieutenant. Et nous sommes ici parce qu'un de vos officiers, Derek Thorne, est juste tenté d'arrêter un agent fédéral sur de fausses accusations, a menacé sa vie et l'a agressé. Et pendant son transport ici, il a semblé très désireux de discuter d'où il avait appris ses techniques. Miller se figea. La mention du nom de Thorne était la clé. Il savait que Thorne était faible. Il savait que Thorne était une brute, et les brutes s'effondrent quand ce ne sont pas elles qui tiennent le bâton. Thorne est un élément isolé, Miller dit rapidement, le mensonge glissant de sa langue avec une facilité habituée. S'il a fait quelque chose, c'est de sa faute. Je gère un navire propre. Le faites-vous? Helena demanda. Elle se tourna vers l'agent Johnson. Exécutez le mandat. Commencez par le bureau des locataires à gauche, spécifiquement le coffre-fort derrière la distinction encadrée du conseil municipal. Les yeux de Miller exorbitèrent. Comment? Comment savez-vous cela? Helena sourit, une expression froide, humiliante.
Je ne le savais pas jusqu'à ce que vous réagissiez. Merci pour la confirmation. C'est du harcèlement. Miller rugit alors que 2 agents passaient devant lui vers les bureaux arrière. Baker, arrêtez-les. Ne les laissez pas aller là-bas. Surgeon Baker se leva, sa main planante au-dessus de son arme. Ne le faites pas, Surgeon. Agent Johnson avertit, sa voix basse et dangereuse. Il changea de posture, sa carabine s'inclinant légèrement. Vous êtes témoin d'une opération fédérale. Interférez et vous rejoignez Thorne dans une cellule fédérale. Éloignez-vous du bureau, mais où je peux les voir. Baker regarda Miller, puis les 6 agents fédéraux lourdement armés. Le calcul était simple, il leva lentement ses mains et recula. Lâche, Miller siffla après lui. Homme intelligent, Elena corrigea. Elle contourna le bureau, envahissant le sanctuaire de Miller. Lieutenant Miller, j'ai besoin de votre arme et de votre badge maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez rien sur moi à part la parole d'un flic raté. Nous avons les images de la dashcam de la voiture de Thorne. Elena mentit en douceur. Il ne l'avait pas encore traité, mais Miller ne le savait pas. Nous avons l'audio, et dans environ 10 minutes, une fois que mon équipe aura forcé ce coffre-fort dont vous êtes si inquiet, nous aurons le grand livre. Miller pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le grand livre, Frank, Elena dit, utilisant son prénom pour le rabaisser. Celui où vous suivez les amendes collectées en espèces. Celui où vous listez l'inventaire des drogues saisies mais jamais enregistrées comme preuve. Celui qui paie votre bateau à la marina et la nouvelle Cadillac de votre femme. C'était un pari. Elena devinait basé sur le profil des commissariats corrompus qu'elle avait fait tomber auparavant. Mais la sueur perlant sur le front de Miller lui dit qu'elle avait fait mouche. « Je veux mon avocat », Miller grogna, détachant sa ceinture étui et la claquant sur le bureau. « Vous allez avoir besoin d'une équipe 2, Elena dit. Agent Johnson, menottez-le. Mettez-le dans la salle de conférence. Je veux qu'il soit isolé de Thorne. Ils ne parlent pas. Ils ne se regardent pas. Le dilemme du prisonnier commence maintenant. Alors que Johnson claquait les menottes sur le lieutenant furieux, Elena regarda autour du poste miteux. Elle vit les autres officiers, recrues de nuit et commis de bureau, la fixant avec des yeux grands et terrifiés. « Écoutez bien, Elena s'adressa à la pièce. Le FBI prend le contrôle de ce commissariat. Toutes les opérations sont suspendues. Tout le monde s'assoit à son bureau, main visible. Si vous êtes propre, vous n'avez rien à craindre. Si vous avez couvert Miller ou Thorne, je suggère que vous commenciez à penser à qui veut être un témoin et qui veut être un accusé. Vous avez 5 minutes pour décider. » La pièce devint mortellement silencieuse. Le mur bleu du silence, habituellement incassable, venait d'être brisé par un marteau-piqueur. La salle d'interrogatoire au commissariat était petite, sentant la fumée de cigarettes éventées et l'eau de Javel, l'odeur de la peur et des tentatives de dissimulation. Derek Thorne était assis menotté à la table en métal. Il y était assis depuis 1 heure, frissonnant dans son uniforme mouillé, dépouillé de sa ceinture, de ses lacets et de sa dignité. La porte s'ouvrit. Thorne leva les yeux, s'attendant à un avocat, ou peut-être Miller venant lui dire que tout était arrangé. Au lieu de cela, Elena entra. Elle portait 2 tasses de café. Elle en posa une devant lui, fumante et noire. Elle prit le siège en face de lui, sirotant la sienne. « Tu as l'air d'avoir froid, Derek, » elle dit doucement. Thorne fixa le café. Il le voulait désespérément, mais son orgueil luttait toujours une bataille perdue avec sa réalité. « Je veux mon représentant syndical. Je veux Miller. » Miller est dans la pièce d'à côté, Elena dit calmement, portant une paire de menottes juste comme les vôtres. Thorne tressaillit. « Vous mentez. Miller dirige cette ville. »« Plus maintenant, » Elena dit. Elle tira un dossier de sous son bras et l'ouvrit sur la table. Il contenait une seule photo, une prise de surveillance granuleuse de Miller rencontrant un associé de cartel connu dans un restaurant il y a 3 semaines. C'était de l'enquête originale de blanchiment d'argent d'Elena, celle sur laquelle elle travaillait avant que Thorne ne l'arrête. « Vous voyez, Derek, » Elena commença, tissant le récit. « Tu pensais que ce soir était de la malchance.
Tu pensais que tu avais juste accidentellement arrêté la mauvaise personne. Mais la vérité est que nous surveillons Miller depuis 6 mois. Nous savions pour le blanchiment d'argent. Nous savions pour les drogues se déplaçant à travers ce comté. Les yeux de Thorne étaient collés à la photo. Nous avions juste besoin d'un moyen d'entrée, Elena continua. Nous avions besoin de causes probables pour perquisitionner le poste. Et puis, tu nous l'as donné. Tu nous as remis le commissariat sur un plateau d'argent. D'une certaine manière, je devrais te remercier. Thorne eut l'air malade. Je suivais juste les ordres. Miller nous a dit de cibler les plaques hors de l'État. Il a dit que nous devions augmenter les revenus. Vous a-t-il dit de planter des drogues? Elena demanda. Thorne resta silencieux. Vous a-t-il dit de pointer une arme sur un agent fédéral? Je ne savais pas que vous étiez une fédérale. Thorne s'écria. Je vous ai dit que c'était une erreur. Peu importe ce que vous saviez, Elena dit, se penchant en avant. Voici la situation, Derek. Vous faites face à 20 ans de minimum obligatoire, enlèvement avec une arme à feu, violation des droits civiques, et puisque vous étiez un officier, vous n'irez pas au Club Fed. Vous irez en population générale en sécurité maximale. Ex-flic! Thorne commença à pleurer. Sanglots silencieux et haletants. La réalité de la cour de prison était bien plus terrifiante que l'autoroute pluvieuse. Mais Elena dit, laissant le mot planer dans l'air, il y a une porte numéro 2. Thorne leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Quoi? Miller va tomber, Elena dit. Cela arrive quoi qu'il arrive. La question est qui tombe avec lui. Miller parle déjà, Derek. Il est dans l'autre pièce en ce moment, disant à l'agent Johnson que tu étais le chef de file, que tu étais celui qui poussait les arrêts agressifs, que tu prélevais ta part et qu'il ne le savait pas. Ce fils de chienne menteur, Thorne cria, claquant ses mains menottées sur la table. Il prenait 60%. Il a un grand livre, il écrit tout. Le cœur d'Elena rata un battement. Elle avait bluffé sur le grand livre dans le hall pour effrayer Miller. Elle ne savait pas avec certitude s'il existait. Maintenant, Thorne venait de le confirmer. « Un grand livre ?» Elena demanda, gardant son visage neutre. Miller dit qu'il n'y a pas de grand livre. Il dit que vous l'inventez, c'est dans le sol. Thorne hurla, désespéré de prouver qu'il n'était pas le cerveau. Dans la salle de pause, sous le distributeur automatique, il y a une dalle lâche. Il garde le livre là parce qu'il ne fait pas confiance au coffre-fort dans son bureau. Il pense que l'équipe de nettoyage vérifie le bureau. Elena sentit un afflux de triomphe. C'était le rebondissement. La paranoïa du locataire gauche corrompu l'avait conduit à cacher les preuves dans un endroit que le mandat aurait pu manquer, mais sa propre exploitation de son subordonné mu par la cupidité le révélait maintenant. Sous le distributeur automatique, Elena répéta. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Derek? » « Tout. » Thorne déversa, les mots tombant comme de l'eau d'un barrage brisé. Dates, heures, numéros de plaques d'immatriculation, les noms des personnes sur qui nous avons planté des choses, combien d'argent nous avons pris, qui nous avons payé au bureau du procureur pour abandonner les accusations s'ils se sont battus. Le bureau du procureur? Elena demanda. Cela devenait plus grand. Qui au bureau du procureur? Procureur de district adjoint Proctor Thorne dit. Il reçoit une part des saisies d'actifs. Elena se rassit. C'était massif. Ce n'était pas juste un commissariat sale. C'était un circuit judiciaire sale. D'accord, Derek, Elena dit, se levant. Vous faites du bon travail, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin que vous témoigniez. J'ai besoin que vous vous leviez au tribunal, que vous regardiez Miller et Proctor dans les yeux et que vous disiez exactement ce que vous venez de me dire. Si je fais ça, Thorne murmura, je suis un homme mort. Si vous ne le faites pas, Elena compta, vous êtes une perpétuité. Si vous coopérez, je peux parler au procureur des États-Unis. Nous pouvons discuter de l'immunité pour les accusations fédérales. Nous pouvons discuter de la protection des témoins. Vous perdez le badge, vous perdez la pension, mais vous gardez votre liberté.
Peut-être que vous allez déménager au Nebraska et gérer une quincaillerie. Thorne regarda ses mains, les mains qui tenaient une arme et se sentaient puissantes. Maintenant, elles n'étaient que des mains vides. « Je le ferai, » il murmura. « Je vous donnerai tout. » Helena frappa sur le verre du miroir. La porte s'ouvrit et Lejeune Jenkins entra. « Allez à la salle de pause, » Helena ordonna. « Déplacez le distributeur automatique. Vérifiez une dalle lâche. Nous cherchons un grand livre. » Jenkins hocha la tête et partit. Helena regarda de nouveau Thorne. « Encore une chose, Derek. Cette femme que vous avez arrêtée ce soir, celle dont vous avez ri. » Thorne tressaillit. « Vous? Moi? » Helena hocha la tête. « Je ne zigzaguais pas. Je ne faisais pas de vitesse. Et je n'avais pas peur de vous. Souvenez-vous de ce sentiment, Derek. Le sentiment de réaliser que vous n'êtes pas le plus grand monstre dans le noir. Parce que ce sentiment, c'est ce que sera le reste de votre vie. » Elle se tourna et sortit de la pièce, le laissant seul avec son café froid et sa vie ruinée. Dans le couloir, Lejeune Johnson attendait. Il tenait un épais carnet relié en cuir dans un sac de preuves en plastique. Jenkins vient de le trouver. Johnson dit, souriant. « C'est une mine d'or, chef. Ça remonte à 5 ans. » Miller a noté chaque centime. Helena prit le sac. Elle en sentit le poids. C'était le poids de la justice. « Mettez le procureur des États-Unis au téléphone de nouveau, » Helena dit, ses yeux durs, « et dites-lui d'apporter beaucoup de gravier. Nous allons arrêter la moitié du gouvernement du comté d'ici l'aube. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit trempée de pluie sur l'Interstate 16. La tempête qu'Helena Ross avait déchaînée sur le 4e commissariat n'avait pas juste été une rafale localisée. Cela avait été un ouragan qui avait déchiré le système judiciaire de tout le comté. Le palais de justice fédérale à l'Atlanta était bondé. La climatisation ronronnait, combattant la chaleur de la Géorgie. Mais à l'intérieur de la salle d'audience 4B, l'atmosphère était glaciale. Helena était assise au premier rang de la galerie, vêtue de son uniforme de cérémonie, l'uniforme formel du FBI. Elle n'était pas juste une observatrice. Elle était l'architecte des procédures du jour. À côté d'elle étaient assis l'agent Mark Johnson et l'agent Sarah Jenkins. Ils regardèrent silencieusement alors que les huissiers menaient les accusés. Vint d'abord l'ancien locataire gauche Frank Miller. L'homme qui avait autrefois dirigé son commissariat comme un seigneur féodal était maintenant une coquille vide. Il avait perdu 50. Sa peau était peu profonde, ses cheveux s'amincissaient, la combinaison fédérale orange pendait sur sa silhouette, un contraste frappant avec les uniformes sur mesure qu'il portait autrefois. Il refusa de regarder la galerie. Il fixa ses mains, qui étaient menottées à sa taille. Vint ensuite le procureur de district adjoint Proctor. L'homme qui avait pris des parts des saisies d'actifs avait l'air terrifié, transpirant abondamment alors qu'il était assis à côté de son avocat très cher. Et finalement, Derek Thorne. Thorne ne ressemblait plus à un monstre. Il ne ressemblait pas à un prédateur. Il ressemblait à un enfant effrayé. Il ne portait pas de combinaison orange. Il était dans un costume bon marché et mal ajusté fourni par son défenseur public. À cause de sa coopération, parce qu'il avait conduit le FBI au grand livre sous le distributeur automatique, il n'était pas assis à la table de la défense avec Miller. Il était assis près de la barre des témoins. Le procès avait été brutal, le grand livre avait été accablant. Il détaillait plus de 4 millions en espèces volées, voitures saisies et preuves perdues sur 5 ans. Il liait Miller et Proctor au commerce de drogue local, prouvant qu'ils avaient arrêté des rivaux du cartel tout en laissant leurs propres fournisseurs courir librement. Mais le témoignage le plus accablant était venu de Thorne. Il avait passé 3 jours à la barre à disséquer chaque arrêt illégal, chaque sac de marijuana planté, chaque tactique d'intimidation. Il avait détruit son ancien chef pour se sauver. Juge Harrison, le même juge qui avait signé le mandat de cette nuit-là, entra dans la pièce. L'huissier cria « Tout le monde se lève !» Helena se leva. Elle regarda le dos de Miller. Elle vit le tremblement dans ses épaules. « Veuillez vous asseoir, juge Harrison dit, ajustant ses lunettes.
Il regarda les accusés avec un dégoût distinct. En mes 30 ans sur le banc, j'ai rarement vu une trahison de la confiance publique aussi profonde. Vous, hommes, avez reçu un badge, une arme et l'autorité de l'État. Vous avez juré de protéger les faibles. Au lieu de cela, vous avez prié sur eux. Il tourna son regard vers Frank Miller. Frank Miller, pour les crimes de raquetterie, complot de distribution de stupéfiants et privation de droits sous couleur de loi, je vous condamne à la prison à vie fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Un halètement parcourut la salle d'audience. Miller s'effondra en avant, sa tête frappant la table. Il ne hurla pas. Il a juste craqué. Le roi du Québec mourait dans une cage. Le juge se tourna vers Proctor. Monsieur Protector, pour votre rôle dans les facilitations de cette corruption, vous êtes condamné à 25 ans. Proctor commença à sangloter ouvertement. Puis le juge se tourna vers Thorne. La pièce devint silencieuse. Thorne se leva, ses jambes tremblantes. Monsieur Thorne, le juge dit, sa voix plus douce mais non moins sévère. Vous étiez l'instrument de cette terreur. Vous étiez celui sur la route infligeant la peur. Cependant, ce tribunal reconnaît votre assistance substantielle dans le démantèlement de cette entreprise criminelle. Sans votre témoignage, les chefs auraient pu échapper à la justice. Thorne hocha frénétiquement la tête, l'espoir s'allumant dans ses yeux. Par conséquent, le juge continua, « Je suspends votre peine de prison. Vous êtes condamné à 5 ans de probation. » Thorne laissa échapper un souffle, un son de pur soulagement. Il était libre, il avait gagné. Cependant, le juge leva un doigt. Comme condition de votre accord de plaidoyer et de votre entrée dans le programme de protection des témoins, vous êtes dépouillé de toute certification. Vous êtes définitivement interdit de tout emploi dans l'application de la loi, la sécurité ou le service gouvernemental. Vous serez relocalisé dans une juridiction au choix du marshal. Vous n'aurez aucun contact avec votre ancienne vie. Derek Thorne cesse d'exister aujourd'hui. Le marteau de juge frappa. La cour est ajournée. 1 heure plus tard, Helena sortit du palais de justice sous le soleil aveuglant de l'après-midi. La presse était là, des microphones poussant en avant, mais elle les écarta d'un geste. Elle n'était pas intéressée par la gloire. Elle marcha vers le parking latéral où une berline gouvernementale simple attendait, mais avant d'entrer, elle vit une silhouette solitaire assise sur un banc en béton près de l'arrêt de bus, tenant un sac en plastique contenant ses effets personnels. C'était Thorne. Il attendait que les marshals américains viennent le chercher et le mènent à sa nouvelle vie. Il leva les yeux alors qu'Helena s'approchait. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. La dynamique avait changé une dernière fois. « Vous avez eu ce que vous vouliez, » Thorne dit, sa voix amère. « Miller est parti. J'ai tout perdu. Vous avez votre liberté, Derek, » Helena dit, mettant ses lunettes de soleil. « C'est plus que ce que vous avez donné aux gens que vous avez piégés. » Thorne baissa les yeux vers ses chaussures bon marché. « Ils m'envoient dans le Dakota du Nord. Je ne connais personne dans le Dakota du Nord. Je n'ai aucune compétence. Tout ce que je sais est être un flic. »« Alors vous feriez mieux d'apprendre vite, » Helena dit. « Parce que là-bas, sans le badge, sans l'arme, sans la voiture de patrouille, vous êtes juste un citoyen. Vous êtes juste comme les gens dont vous aviez l'habitude de rire. » Thorne la regarda et la réalisation le frappa. Il n'allait pas être un héros. Il n'allait pas être un méchant. Il allait être le gars qui lavait les sols ou retournait des hamburgers ou rangeait des étagères. Il allait être la personne qui se faisait arrêter et qui avait peur. « Et Jean Ross, » Thorne dit, sa voix se brisant, « Je suis désolé. » Helena le regarda. Elle vit la réalité pathétique de l'homme. Elle ne ressentait plus de colère. Elle sentit juste de la pitié. « Ne t'excuse pas auprès de moi, Derek, » elle dit, ouvrant sa porte de voiture. « Excuse-toi auprès du badge. Tu es la raison pour laquelle les gens ne lui font pas confiance. » Elle monta dans sa voiture. Agent Johnson était sur le siège conducteur. « Où, chef? »
Johnson demanda. Elena regarda par la fenêtre alors qu'il s'éloignait. Elle vit Thorne debout seul à l'arrêt de bus, petit et insignifiant, sur la toile de fond de l'immense palais de justice. La fourgonnette du Marshal s'arrêta et il monta à l'arrière, disparaissant dans l'anonymat. Elena prit une profonde respiration. Retour au bureau, Mark. Il y a un nouveau dossier d'affaires sur mon bureau. Un juge en Alabama prenant des postes de vin. Johnson sourit. Pas de repos pour les méchants. Non. Elena sourit, regardant la ligne d'horizon de la ville passée. Pas de repos pour les méchants. C'est pourquoi nous ne dormons pas. Elle tendit la main dans sa boîte à gants, non pas pour sortir des identifiants pour prouver qui elle était, mais pour ranger son badge. Elle n'avait pas besoin de le montrer pour connaître sa valeur. La tempête était finie, les rues étaient un peu plus propres, et pour la première fois depuis longtemps, la pluie avait tout nettoyé. Et c'est ainsi qu'une erreur arrogante a fait tomber un empire entier de corruption. Officier Thorne pensait qu'il pouvait juger un livre par sa couverture, mais il a appris à la dure que parfois la personne que vous sous-estimez est celle qui détient toutes les cartes. Il voulait se sentir puissante. Mais à la fin, le vrai pouvoir ne concernait pas l'arme sur sa hanche. Il s'agissait de l'intégrité qui lui manquait. Thorne vit maintenant une vie d'anonymat, regardant par-dessus son épaule, dépouillé de l'autorité qu'il a abusée, tandis que l'agent Elena Ross continue de traquer ceux qui pensent être au-dessus de la loi. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Elena? Auriez-vous révélé votre identité plus tôt, ou l'auriez-vous laissé creuser sa propre tombe tout comme elle le fait? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané et de justice servie froide, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner avec les notifications activées pour ne jamais manquer une autre histoire de vérité, de justice et de vengeance. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.